Alors aujourd'hui, on ne dit plus Twitter, on dit X. X, évidemment, qui est aujourd'hui, il faut le dire, la plateforme la plus vue dans le monde sur les réseaux sociaux. Et il y a eu, comme on sait, avant la prise du pouvoir par Elon Musk, qui a racheté Twitter, qu'il a rebaptisé X pour 40 milliards de dollars, il y a eu quand même une cascade de révélations et très récemment des révélations encore plus fortes dont on a beaucoup parlé et dont vous avez parlé. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Bonjour Idriss, toujours heureux de vous recevoir. Vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, et puis vous suivez tout à fait, de façon très très suivie et lucide, ce qui se passe notamment sur ces fameux réseaux sociaux que d'ailleurs beaucoup de gens un peu partout et sous toutes les latitudes aimeraient vraiment tellement réduire, tellement surveiller, tellement atrophier ou censurer. Pour le moment, ce n'est pas encore acquis, heureusement, mais la bataille continue. Alors, Idriss, racontez-nous ce qui s'est passé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Twitter Files. On a parlé il y a 50 ans, ça avait fait du Watergate, et puis il y a eu les Pentagon Papers, il y a les Panama Papers, tout ce que découvrent les lanceurs d'alerte avec beaucoup de courage, avec beaucoup de risques, et en parlent. Alors, qu'est-ce que sont ces Twitter Files? Et ça concerne aussi beaucoup la France et un certain pouvoir. Oui, alors ça devrait être un scandale majeur. Si ça avait été fait, par exemple, dans une démocratie scandinave, vous savez, le genre de démocratie où si vous prenez la carte du ministère pour avancer votre plein d'essence dans le Jutland au Danemark et que vous remboursez lundi, vous êtes viré. Vous connaissez ça, hein. Les Scandinaves, ils rigolent pas avec ça. Vous achetez une boîte de chocolat avec la carte bleue du ministère, vous remboursez le lundi à la première heure, vous êtes viré, c'est terminé. Mais on n'aurait plus personne, Idriss, c'est ici. Exactement. Ouais. C'est une conclusion qui est tout à fait exacte. On n'aurait plus personne si on faisait ça. On peut se rappeler de Manuel Valls qui était parti à Berlin pour voir un match de foot avec un jet de la République en disant que c'était pour voir Angela Merkel, laquelle avait moyennement goûté à cette petite sortie et il l'avait remis à sa place. Donc, les Twitter Files, c'est un scandale majeur. On a une ingérence, parce que là aussi, disons les choses clairement, si les Russes avaient fait ça, on parlerait d'ingérence. Et on aurait raison. C'est une ingérence. On a l'Élysée, qui est venu demander un rendez-vous avec Jack Dorsey, le patron de Twitter à l'époque. C'était quand? Vers quand, ça? Donc c'était quand Dorsey était encore aux manettes, donc ça c'est 2017 dès que Macron est arrivé au pouvoir, ou bien après, ou 2019, ou etc. Le moment où il demande le rendez-vous, ça doit être en 2021. Alors c'est pas compliqué. Le moment le plus grave, c'est quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty. D'accord. Quelques jours avant. D'accord. Et déjà, justement, avant cet abominable assassinat, avant ça, l'Élysée est déjà en train de dire s'il arrive des choses, Twitter, ça sera de votre faute. Avant ça, donc ça prouve bien que ce prétexte a été malheureusement instrumentalisé politiquement. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, il n'y a plus le moindre doute avec le fonds Marianne, le scandale du fonds Marianne, qui a démontré que de l'argent a été levé au nom de Samuel Paty et n'a pas du tout été utilisé pour honorer sa mémoire. On va en parler de ce fonds Marianne, Idriss, c'est important. Et les fact-checkers, enfin bon. Mais pour revenir à ça, donc, c'est-à-dire, mais on est sûr que Emmanuel Macron lui-même, ou enfin en tout cas son entourage, a demandé un rendez-vous avec Jack Dorsey, qui était à l'époque le PDG de Twitter, faut le rappeler. Et qu'il l'a refusé. Alors Jack Dorsey est un peu un hippie, c'est quelqu'un d'assez spécial. Aujourd'hui, il a une longue barbe, etc. Enfin, il entretient un peu ce thème que vous avez connu, André, le hippie de la Silicon Valley dans les années 70, un peu comme Steve Jobs à l'époque. Et ça fait qu'il vit un peu en reclus. Et il se targue encore aujourd'hui de refuser des rendez-vous avec des chefs d'État. Donc il a refusé. Il n'a pas donné son téléphone. Il a fait dire à ses équipes qu'il n'avait pas de numéro de téléphone. Il a opposé une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron. Qui l'ont sollicité de façon très insistante. Alors, ça a fait un tel scandale que l'ambassade de France aux États-Unis a dû faire une publication sur X en accusant
je force le trait, mais en accusant ces Twitter Files d'être complotistes. Alors ils l'ont pas dit exactement comme ça. Ils ont publié une image dans laquelle ils disaient vous avez besoin de porter votre chapeau en aluminium. Vous savez, par référence à ces gens un peu allumés aux États-Unis qui se mettent de l'aluminium sur la tête pour pas être contrôlés à distance par satellite. Donc voilà, c'était la moquerie. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et Pavel Durov, Paul Durov, à l'état civil français, rappelons-le. Le PDG de Telegram, c'est bien ça. Exactement. Oui, Telegram. Le Telegram, tout à fait. Le PDG de Telegram, qui se considère comme otage économique de la France, qui n'a pas été arrêté par Poutine alors qu'il était un opposant politique avéré. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été naturalisé français au passage. Avec ce changement de nom à l'état civil, Paul Durov, qui est un changement de nom légal et officiel. Eh bien, Paul Durov ou Pavel Durov a ouvertement, évidemment, dénoncé les Twitter Files en disant mais il m'est arrivé la même chose. Des services français, dont la DGSE, sont intervenus personnellement pour me demander de censurer des opposants politiques. Et donc, ce que révèlent les Twitter Files, c'est que il existe un complexe industriel de la censure. C'est comme ça que plusieurs journalistes l'ont décrit, comme par exemple Schellenberger, qui a publié ces Twitter Files. Un complexe industriel et international, si je comprends bien. Alors oui, certes international, mais la France en est championne du monde. Ah oui, en tout cas sur X. Sur Twitter, la majorité des demandes de censure émanent de la France, c'est ce que révèlent les Twitter Files. La majorité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je raconte ? La France, d'accord, pays de la liberté d'expression, pays des droits de l'homme, etc. La majorité absolue des censures sur Twitter vient de la France. Et dans 90% des cas, c'est ce que révèlent les Twitter Files, dans 90% des cas, il ne s'agit absolument pas des sujets qui sont avancés, comme la lutte contre la pédocriminalité par exemple, ou bien la lutte contre le terrorisme, l'incitation à la haine, etc. Vous avez des régimes qui sont présentés comme dictatoriaux. Je pense notamment au Salvador, qui autorise Twitter et qui ne censure pas Twitter, même si vous ramenez au nombre d'habitants. Même si vous ajustez du nombre d'habitants, le Salvador n'a évidemment pas le même nombre d'habitants que la France, et même ramené au nombre d'habitants, vous n'avez pas autant de censure au Salvador qu'en France. Donc là, tous les journaux devraient en parler normalement. Les Twitter Files sont gravitaires. On a l'Élysée qui a fait une ingérence, c'est le terme qu'il faut employer, ingérence, de façon prolongée, de façon appuyée, avec des demandes de censure. Et maintenant, vous ajoutez à ça d'autres scandales récents dont vous avez parlé notamment. Il y a moins d'un an, on a eu le scandale Hello Kitty. On l'a déjà oublié, ça. Oui. Où Thierry Breton nous quittons Twitter, enfin nous quittons X, voilà. C'est ça. Alors il y avait eu d'abord le No Twitter Day qui avait fait un bid monumental. Ensuite, vous avez eu Hello Kitty, où un groupe de chercheurs du CNRS, dirigé par David Chavalarias, dont Glucksmann disait à demi-mot qu'il l'avait quasiment coordonné. Il avait dit « je suis en train d'organiser », rappelons-le. Oui. D'ailleurs, à votre excellente antenne. Et ce David Chavalarias, ami de Thierry Breton qui lui-même avait dit « nous connaissons bien David », eh bien, avait lancé une campagne pour inciter au boycott de X, au nom de la toxicité de ce réseau. Et il s'avère que donc cette campagne était liée à tout un tas d'intérêts qui n'étaient pas déclarés, dont ceux de Thierry Breton, mais pas seulement, l'Open Society Foundation, les Usual Suspects. Soros et compagnie, oui. Exactement, Soros et compagnie, et qu'il était surtout à une façon de censurer le réseau, il faut le dire assez clairement. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que comme d'habitude, quand on veut censurer, on vous dit que c'est pour la protection de l'enfance, par exemple, ou bien pour la lutte contre le terrorisme. Encore une fois, les Twitter Files démontrent que 90% des requêtes de censure envers Twitter n'ont rien à voir avec la protection de l'enfance ou la lutte contre le terrorisme. De plus, les chiffres démontrent que depuis qu'Elon Musk a récupéré le réseau, les contenus graves pour l'enfance, y compris la pédocriminalité, se sont effondrés. Par contre, à l'époque de Hello Kitty, et c'est là qu'on a quelque chose de gravissime aussi, à l'époque de Hello Kitty, le groupe Chavalarias et consorts encourageait la migration vers deux réseaux que personne n'utilise, qui s'appellent Mastodon et Blue Sky. Eh bien, ces réseaux sont reconnus par l'université de Stanford dans une étude scientifique comme étant le plus gros vivier d'images pédopornographiques au monde. Au monde, c'est-à-dire que vous avez, à l'époque où on nous disait « Ah, il faut censurer X », pour lutter contre la pédocriminalité notamment, eh bien, on encourageait la migration avec des moyens du CNRS, notamment des supercalculateurs de l'IN2P3, qui est au demeurant un excellent laboratoire de physique nucléaire à l'université Paris-Saclay. Je les salue, mais je me demande ce qu'ils venaient faire en cette galère. Leurs supercalculateurs ont été utilisés par le groupe Hello Kitty pour encourager la migration vers Mastodon et Blue Sky depuis X. Or, je conclus, Blue Sky et Mastodon sont les plus gros viviers d'images pédopornographiques
au monde. Alors cette oui. équipe à l'époque nous disait que X était toxique, c'était le terme qu'ils utilisaient. Par contre, la pédopornographie, c'est pas toxique pour eux, apparemment. C'est un paradoxe intéressant. Idriss Aberkane, je voudrais revenir quand même. Quand vous dites, Emmanuel Macron a essayé d'avoir effectivement le PDG d'alors de Twitter, mais c'était pour demander quoi? C'est-à-dire, quelle était la volonté? Parce que c'est intéressant, vous donnez un chiffre quand même qui est énorme, enfin qui hallucine quelque part. La France est le plus gros demandeuse enfin de censure, en tout cas le pouvoir si on veut. Mais au départ c'était quoi? C'était pour demander déjà que telle ou telle personne qu'on l'entende moins, qu'on la voit moins, que on ne donne pas l'accent dessus, etc. C'était quoi les demandes de départ? Est-ce qu'on le sait? Alors, quand c'est Macron en personne, c'est vraiment un rapprochement. C'est « Oh, j'aimerais pouvoir t'envoyer des SMS ». Donc, c'est très mielleux. Mais d'entrée de jeu, Dorset ne mange pas de ce pain-là. Quand c'est vraiment l'Élysée directement, parce que vous savez, après, quand il s'agit de censurer, vous avez tout un tas de façons de mettre de la distance entre l'Élysée et les demandes de censure. Dans le cas de la télévision, vous avez l'Arcom, bien entendu. Dans le cas d'Internet, maintenant, vous avez le parquet national de la haine en ligne, qui est très intervenu sur l'affaire Brigitte Candace Owen. On peut d'ailleurs se poser la question des conflits d'intérêts, mais qui n'est pas intervenu dans l'affaire Jean Portmanov, où on a tout de même un YouTuber, enfin un streamer français qui est mort en ligne. Rappelez cette espèce hallucinante, enfin visqueuse, terrifiante, je sais pas comment on peut la qualifier. On voyait un type se faire torturer en ligne par 3 individus comme ça, et ça durait, et il fallait payer pour ça en plus. Ça a duré des mois. Vous aviez un streamer français, donc quelqu'un qui faisait des vidéos en direct sur Internet, qui était harcelé. En fait, qui filmait son harcèlement. C'est ça. Et des gens profitaient du fait de filmer son harcèlement. Alors, vous avez un petit peu ça sur Internet. Vous aviez par exemple quelqu'un qui se filmait en train de dormir, et si vous le réveilliez, vous pouviez payer $100, je crois, pour envoyer une sonnerie forte pour le réveiller. Voilà, c'était rigolo. Bon, ça c'est très trash, hein, on doit l'admettre. Mais l'affaire Jean Portmanov, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui profitaient du fait d'humilier publiquement quelqu'un en direct, parce que c'était des humiliations publiques. C'est ça. D'accord. Et dégradant. D'ailleurs, le Jean Portmanov est mort. Oui. Exactement. Et alors, c'est un ancien militaire français, c'est encore plus grave, hein. C'est un ancien militaire français qui a servi sa patrie honorablement, qui est mort, en direct. Et c'est absolument... Là, le parquet national de la haine en ligne n'a rien fait. Aucune. C'est pas de la haine en ligne, ça, vous comprenez? C'est pas de la haine en ligne. Et la directrice et la ministère chargée du numérique a dit oui, on ne savait pas. Enfin, on savait, mais tout le monde s'est défilé là-dessus. C'était assez l'Arcom a dit qu'il n'était pas responsable, par exemple. Et vous avez tout un tas de sillons macronistes classiques qui ont dit mais de toute façon la plateforme n'est pas responsable, ce qui est faux. Hein. La jurisprudence européenne est très claire. Dès lors qu'une plateforme fait un tout petit peu d'édition, de curation de contenu, qu'elle coordonne les contenus, par exemple, si une plateforme comme YouTube décide de classer les contenus, c'est bon, elle peut être tenue pour responsable des contenus qu'elle publie. Donc il faut pas plaisanter avec ça, c'est la raison pour laquelle YouTube a supprimé beaucoup de vidéos d'ailleurs. Donc c'est faux de dire que la plateforme n'était pas, qui s'appelle Kik, qui est une société australienne, n'était pas responsable. Elle l'est. Elle l'est absolument. On va continuer d'en parler, on va étendre la chose effectivement à ce qui se passe actuellement, parce que la bataille, elle est sur tous les fronts, elle est globale, avec les réseaux sociaux, la censure, la liberté d'expression, ça reste fondamental, et vous le savez, mais justement, il faut être extrêmement vigilant. On en continue à en parler avec Idriss Aberkane après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et rappelons que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Nous sommes avec l'essayiste, écrivain et Idriss Aberkane, et nous parlons de ce qui se passe, de cette lutte millénaire, entre effectivement Antigone et Créon, entre ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent manager par le silence, la peur ou le chaos. Je rappelle certaines dates justes, Idriss, et on va avancer effectivement peut-être et élargir la focale.
En décembre 2022, après que le nouveau propriétaire de Twitter, donc Elon Musk, a cessé la modération des contenus jugés trompeurs sur le Covid-19, Macron avait condamné cette décision. Il a qualifié cette mesure de gros problème et a exprimé sa préférence pour davantage et non moins de régulation, davantage de régulation. Il a souligné que la liberté d'expression s'accompagnait de responsabilités, notamment pour éviter les propos racistes ou antisémites. Il faut rappeler quand même qu'il y a des lois pour ça et que personne n'est pour les appels à la haine ou au meurtre ou au racisme, mais on a tout à fait les moyens de les combattre. Macron s'était entretenu aussi en 2022 avec Elon Musk à la Nouvelle-Orléans. Il a insisté sur la nécessité de politiques d'utilisation transparente, sur le renforcement significatif de la modération et la conformité de la plateforme à la réglementation européenne. Macron donc défend quoi? Une activité, une régulation plus stricte, normes européennes en matière de désinformation, de discours de haine, etc. Structurer la modération des plateformes numériques dans l'intérêt public, et on se rappelle la grande polémique qui a opposé Breton, notre ami Breton, qui était à l'époque Thierry Breton, qui était à l'époque commissaire européen au numérique et qui disait Elon Musk fera où on lui dit de faire, et puis le Digital Service Act et tout ça. Et je voudrais, Idriss, qu'on parle de ça parce que c'est vraiment au cœur, encore une fois, c'est rien de nouveau sous le soleil depuis des siècles, entre effectivement les nouvelles plateformes, les nouveaux réseaux sociaux, les nouvelles technologies, et des gens qui disent oui d'accord, mais attendez, doucement, les basses, il faut y aller doucement, nous on est là pour diriger, on est le camp du bien, on sait mieux que vous, ce qui est bon pour vous, donc voilà. Où on en est aujourd'hui avec ce Digital Service Act? Est-ce que c'est entré en action, l'Union européenne, les États-Unis, etc.? Alors, il faut être très clair. L'Union européenne est en train de devenir comme la Chine. Vous savez, il y a 15 ans, j'enseignais à l'école centrale, maintenant Centrale Supélec, et j'enseignais des études de cas. Notamment, il y a 15 ans, donc en 2010, oui. La Chine avait censuré Twitter. La Chine avait interdit Twitter et Google. En 2010, vous dites? Il l'avait censuré avant, mais à cette époque-là, Twitter et Google étaient déjà censurés. Donc, ils ne pouvaient plus être utilisés, notamment parce que Twitter était accusé par le Parti communiste chinois d'encourager notamment la sédition à Hong Kong. Et évidemment, on enseignait ces études de cas en disant « no passaran », jamais chez nous dans l'Occident collectif. Ouais. Et l'Occident collectif a connu une rupture dans le sens où, côté américain, ça y est, ils ont eu une période de censure assez virulente. Mais ça y est, ils en sont revenus. On se rappelle du discours de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, où déjà il avait remis les Européens à leur place. Mais par contre, l'Union européenne est devenue extrême en matière de censure. Et le terme d'extrême, je l'utilise de façon absolument délibérée. Ah oui, vous dites extrême. En Europe, aujourd'hui, enfin en Union européenne, la censure s'exerce de manière extrême, dites-vous. Oui, vraiment le terme extrême est justifié. D'abord, vous avez deux cadres légaux qui sont de plus en plus dangereux. Donc le DSA, dont vous avez parlé, le Digital Service Act, et vous avez bientôt Chat Control, dont on ne parle quasiment pas, et qui va en moins de 6 mois donner un cadre légal à l'Union européenne pour s'immiscer dans toutes vos correspondances, vos chats. Avec un système de contrôle qui sera extrêmement opaque. Si vous utilisez WhatsApp, si vous utilisez Signal, si vous utilisez n'importe quelle application de messagerie en ligne, les services de l'Union européenne pourront de facto y avoir accès. Alors il faut être très clair avec notre audience, ça s'appelle une violation des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits humains, Nations Unies. Tout être humain a le droit à la protection de sa correspondance. C'est un droit humain. C'est-à-dire que là, en toute sérénité, l'Union européenne s'apprête à violer un droit de l'homme. Donc oui, je crois que le mot extrême est tout à fait justifié. Quand on s'apprête à violer à très grande échelle, à l'échelle de plus de 360 millions de personnes, un droit humain qui est reconnu comme tel depuis l'après-guerre, oui, je pense qu'on peut parler de quelque chose d'extrême. Et maintenant, oui, je vous en prie. Non, est-ce que, alors Idriss Aberkane, et cette loi est sur la voie d'être mise en activité, où on en est exactement concrètement? Chat Control est sur les rails et pour l'instant plus rien ne peut l'arrêter.
Donc là, c'est inéluctable que tout citoyen de l'Union européenne pourra se retrouver dans un cadre légal qui donnera permission, sans commission rogatoire, sans enquête d'un juge, d'accès à ces messages. Oui. Donc illégal total, que je dis, au niveau de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, paraît. Ça va être légal. Ça va être légal en droit européen, mais au regard de la Déclaration universelle des droits humains, ça le sera pas, non. Alors ça, c'est une chose, et en même temps, quid, si vous voulez, de ces choses qu'on voit par exemple en Angleterre. À l'Angleterre, moi, quelque chose qui m'a frappé, enfin je suis pas le seul, et quand vous voyez que si vous mettez sur Twitter ou une espèce, vous envoyez un petit tweet en disant que vous n'êtes pas d'accord avec la politique gouvernement anglais, l'Angleterre, la Magna Carta, la patrie soi-disant des droits et des libertés, eh bien on vient vous arrêter, on vient vous mettre une amende. Parce que vous avez fait une déclaration Twitter, même pas une manifestation, même pas de violence. Mais comment on en arrive à ce stade ? Oui, c'est très préoccupant et c'est notre métier de journaliste d'en parler parce que, en effet, l'Angleterre, c'est la Magna Carta, c'est la limitation des pouvoirs de l'exécutif depuis la bataille de Bouvines avec Jean Santerre, vous connaissez vos classiques. Et normalement, donc, l'Angleterre, c'est la Mecque du libéralisme dans le sens de l'égalité devant la loi et de l'habeas corpus. Personne ne peut être emprisonné sans que lui soit notifié des chefs d'accusation raisonnables et dont il peut se défendre. Et ben là, vous avez des gens qui se retrouvent en prison pour avoir porté un t-shirt « It's okay to be white ». Par exemple. Vous avez des gens qui se retrouvent en prison pour avoir tweeté, en effet. Et j'insiste, dans le même moment, vous avez des ONG qui disent, en fait, Blue Sky et Mastodon, c'est super, alors que là, Blue Sky et Mastodon, on est encore une fois plusieurs ordres de grandeur sur l'échelle de l'abomination, puisque quand même, la pédocriminalité, je pense que c'est plus grave d'un point de vue pénal que de porter un t-shirt « It's okay to be white ». Ok, bon. Mais donc, et ça continue, pour Blue Sky et Mastodon, ça continue. Ils ont encore des réseaux pédocriminels pédopornographiques. Oui, parce que en fait c'est tellement peu contrôlé justement Mastodon, c'est tellement décentralisé et peu contrôlé que oui, ça continue à proliférer. Et à l'heure où on parle, c'est encore Mastodon et Blue Sky sont encore les deux réseaux sociaux qui ont la plus forte densité de pédocriminels au monde. Intéressant. Et cette étude de Stanford l'avait démontré, elle est toujours juste aujourd'hui. Donc en effet, c'est grave. Alors le DSA maintenant dans ce contexte, parce que techniquement le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, donc il n'est pas assujetti au Digital Services Act. On a une guerre aujourd'hui sur la liberté d'expression. Vous savez quand même, le premier amendement de la Constitution américaine, dont on dit qu'il est protégé par le second amendement, c'est-à-dire le droit de porter des armes. Parenthèse, normalement le port d'armes en France était un sujet de gauche. Je vous renvoie aux excellentes conférences de l'immense conférencier de gauche Henri Guillemin, qui vous explique très bien que armer la garde nationale avec des prolos et des fusils, c'était évidemment une idée de gauche au départ. C'est intéressant de voir ce que c'est devenu. Oui, parce que quand même, au départ, quand on chante la Marseillaise, on dit aux armes citoyens. Entre-temps, c'est devenu un sujet de droite, mais au départ, c'était même marxiste, parce que Karl Marx, à l'époque de la Commune, enfin, ça c'est déjà un peu plus tard, mais juste peu de temps avant la Commune, Karl Marx déclarera que le port d'armes citoyen est un sujet de gauche qui terrifie la bourgeoisie. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, les Américains ont une structure très simple. Premier amendement, deuxième amendement pour le défendre. Le deuxième amendement signifie pas qu'on part à la chasse et qu'on a des armes de chasse. Il signifie que les citoyens américains ont le droit de posséder des parts de la violence, plus que ça, de posséder des parts de la violence légitime. C'est-à-dire que l'État, c'est la violence légitime et les citoyens en sont actionnaires. Donc les citoyens ont des fusils de guerre, ont des AR-15, alors certes pas full auto, mais ont des AR-15 parce qu'ils ont comme des actions de l'État qui possède la violence qui est... Ils sont copropriétaires de la maison comme nous de la Maison France. Voilà. Exactement. Ça, c'est quelque chose que tous les gens qui caricaturent le système américain oublient de dire. C'est vraiment un titre de copropriété. Les Américains se considèrent comme copropriétaires de leur État. Et on voit bien que quand ce n'est plus le cas, comme en Angleterre, comme au Royaume-Uni, ou comme en Union européenne, eh bien, on a des dérives avec des violations des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, on a des atteintes aux libertés publiques sur X, et on en a eu dans plusieurs pays, notamment le Brésil. Le cas du Brésil est intéressant parce que les Américains se sont livrés à un bras de fer qu'ils ont gagné. On avait un juge qui était en roue libre qui s'appelait Moraes. On l'appelait Voldemort parce qu'il avait une certaine ressemblance avec le méchant d'Harry Potter. Et Moraes avait fait des abus d'autorité gravissimes. Donc les abus d'autorité en démocratie, c'est très grave. C'est parmi un des pires cancers de la démocratie, ce sont les abus d'autorité. Eh bien, Moraes, ce juge, avait commis des abus d'autorité gravissimes. Il a fini sur la liste Magnitsky, qui est une liste
qui est le dernier arrêt avant le terrorisme, si vous voulez. C'est le dernier arrêt avant la liste noire, Al Capone et El Chapo Guzman. D'accord. Les Américains ont mis là-dessus pour le riposter aux excès qu'il avait commis, où il envoyait des amendes de $20,000 par jour pour toute personne au Brésil qui utiliserait X. Quand même. Hein. À ce point. Ah ouais. Oui, hallucinant. Et c'est lui qui a acté la chute de Bolsonaro, d'ailleurs. Enfin, il a tout fait pour qu'il soit. C'est un juge non élu qui se retrouve comme ça à pouvoir faire sauter des présidents et à pouvoir avoir un impact, à soumettre des présidents, en fait, à soumettre des élus. Et il avait donc voulu rentrer en confrontation avec Elon Musk et avec l'État américain en interdisant X et en disant toute personne qui postera sur X, ça sera $20,000 d'amende par jour. Il avait même tenté aussi de confisquer les actifs du patron de SpaceX, qui n'a rien à voir avec X, mais qui est une autre société d'Elon Musk, donc qui fait de l'exploration spatiale. C'est un concurrent d'Ariane. Et le patron de SpaceX avait dû quitter le Brésil en précipitation pour ça. Donc les Américains ont riposté. Pour répondre à votre question maintenant, ou à votre sujet sur Breton, en fait, les Américains considèrent que Breton est comparable à ce juge. Alors, ils l'ont pas mis encore sur la liste Magnitsky, mais ils considèrent que c'est quelqu'un qui fait de l'abus d'autorité à très grande échelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a une expression sur les réseaux, c'est PTDR, t'es qui ? C'est-à-dire, bon, allez, on répond rapidement à quelqu'un qui vient critiquer quelqu'un d'autre sous les commentaires d'une vidéo ou d'une déclaration sur X. PTDR, t'es qui ? Mort de rire, tu es qui au départ ? Bon, la relation entre Musk et Breton, c'est ça. C'est PTDR, t'es qui ? T'es un commissaire européen non élu. Qu'est-ce que tu viens... Toutes les boîtes que tu as dirigées, tu les as coulées. Il faut voir ce que ça a été Atos avec Thierry Breton. Et le bilan Thierry Breton est intéressant, oui. Ah oui, pardon, mais c'est vraiment... Quand vous êtes une société, vous faites 3 Je vous salue Marie et 2 Notre Père. À chaque fois qu'on mentionne le nom de Breton, vous sortez les gousses d'ail. La pire chose qui peut vous arriver si vous êtes une société du CAC 40, c'est que Thierry Breton ne serait-ce que regarde votre siège social à la Défense. Voilà, c'est aussi grave que ça. Là déjà, vous embauchez un exorciste parce que ce mec, vraiment, il a un track record. Vous y allez fort, ouais. Ah non, mais c'est vrai. En tout cas, les statistiques sont contre lui. Les statistiques démontrent bien qu'un simple regard peut être plus dangereux qu'un maraboutage subsaharien. Donc, au bout d'un moment, en face, il y a Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le meilleur capitaine d'industrie au monde. Hein. Parmi ses réalisations, il faut quand même reconnaître qu'il a divisé par 200 le prix du fret aérospatial. C'est quand même pas mal débrouillé. Envoyer 1 kilo dans l'espace, Elon Musk a divisé ça par 200. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un type qui sait diriger une boîte. Et là, en face, Musk a dit à Breton, bon, t'es qui pour me dire ça ? On a vu les déclarations, voilà, l'oiseau Twitter chantera selon nos règles. Bon. Et donc les Américains ont commencé à riposter. Et ils ont convoqué Breton, je vais terminer là-dessus, ils ont convoqué Breton à s'expliquer pour ces atteintes. Alors c'est pour des atteintes aux droits fondamentaux américains, hein, c'est grave. Oui, bien sûr. Et le Congrès des États-Unis, depuis le Teapot Dome scandal, qui était un immense scandale comparable au scandale du Watergate. Avant le Watergate, il y avait le scandale du Teapot Dome. C'est dans les années 20. Ça a donné un excellent film qui s'en est inspiré, qui est Monsieur Smith au Sénat. Ah oui, magnifique. Voilà, légendaire avec l'excellent Jon Stewart. James Stewart, absolument. Non moins excellent, Claude Rains, qui joue le capitaine Renault dans Casablanca, mais je m'égare. Donc, le Teapot Dome scandale était un scandale de népotisme, de conflit d'intérêts et de corruption. Et après le Teapot Dome scandale, le Congrès des États-Unis a eu le droit d'émettre des mandats d'amener, des subpoenas. Donc techniquement, le Congrès des États-Unis peut émettre un mandat d'amener. Vous avez également l'extraterritorialité du droit américain dû au dollar. Les Américains considèrent que toute transaction en dollars n'importe où dans le monde donne la permission... Y compris entre 2 personnes qui ne sont pas américaines du tout, il faut le dire. Vous faites bien de le préciser, parce que c'est exactement ça, y compris entre 2 personnes qui ne sont pas américaines. Ce qui signifie que les Américains peuvent avoir un terrain très ample pour faire convoquer Thierry Breton. Or, Thierry Breton a refusé. Oui, alors oui. Ouais. Et les médias n'en parlent pas là aussi. Hein, pas ça. C'est votre antenne qui en parle. Mais Thierry Breton a fait quelque chose qui ne se fait pas aux États-Unis. Et on en revient à ce fameux PTDR Techie, parce que pour vous donner un exemple, quand le Congrès fait une subpoena pour Meta, Facebook. Mark Zuckerberg accourt ventre à terre avec une armée d'avocats, bien sûr, parce qu'il sait en plus que là ça rigole pas. Vous savez, dernièrement on a eu en France une audition d'influenceurs. Vous aviez des influenceurs qui raccrochaient au nez des députés. C'était sur Zoom. Mais oui, les types ils disent désolé mais au revoir en fait.
Idriss, on va continuer à en parler parce qu'on va pas du tout arrêter là. On va continuer à en parler parce que c'est passionnant ce qui s'est passé justement entre Thierry Breton et les Américains, puisqu'il a refusé aussi d'aller au Congrès pour parler de la politique de l'Europe en matière de réseaux sociaux. Tout ça est lié. Juste après cette petite pause, mais c'est passionnant. Restez avec nous. On continue à parler de liberté d'expression. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Vous le savez. Le face-à-face. Et voilà ce qui s'est passé, ce qui se passe. Nous sommes toujours avec Idriss Aberkane pour parler de ce combat. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de Thierry Breton, au-delà de Thierry Breton, au-delà de ce qui se passe avec les Américains et cette passe d'armes. Vous savez que il était convoqué là ce mois-ci, il y a quelques jours. Il y avait au Congrès américain Idriss Aberkane, et il y avait une grande réunion, un colloque, un séminaire sur justement les atteintes à la liberté d'expression venant de l'Union européenne. Et là aussi, Thierry Breton a refusé d'y aller. Voilà. Alors vous savez, André Berkoff, je crois que c'est George Orwell qui disait: le journalisme, c'est écrire quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir écrit. Tout le reste, c'est des relations publiques. Eh ben, le métier de journaliste, normalement, concernant cet événement, c'est de montrer la discrépance. C'est le terme qu'on utilise en mathématiques pour décrire ça, la discrépance. On pourrait dire la dissonance entre les propos de Thierry Breton et le vrai rapport de force. Ouais. Parce que là, c'est un devoir d'information. Quand Thierry Breton dit d'un côté, l'oiseau chantera selon nos règles, ceci, cela, bon. Et que derrière, il suffit d'une subpéna du Congrès pour le mettre dans une situation qui est complètement ingérable pour lui. Parce qu'il est échec et mat. En fait, je vais le dire très clairement. Ouais. Thierry Breton est échec et mat. Mon confrère Fabrice Epelboin l'a très bien expliqué. Au micro de Béatrice Rosen, l'actrice et journaliste citoyenne et chroniqueuse. Et il a très clairement dit, Fabrice Epelboin, je vais reprendre ses propos parce qu'ils sont impeccablement exacts. Si j'avais été son conseiller, je lui aurais dit de pas y aller de toute façon. Ouais. Parce que soit il ne dit rien, c'est-à-dire il plaide le 5e amendement qui permet de se taire. Alors le 5e amendement, c'est les mafieux qui le plaident. Hein. Vous savez, c'est le parrain normalement. C'était Jeffrey Epstein le plaisait quand l'a plaidé quand il a été convoqué par la police et la justice, effectivement. Voilà. Le 5e amendement. Oui. Taking the fifth. Donc normalement, c'est la commission Kefauver pour l'existence du crime organisé qui a donné le film Le Parrain 2. Et vous arrivez, vous dites, je refuse de répondre au nom de mon droit inaliénable. 5e amendement. Donc, ce qu'explique Fabrice Epelboin, c'est que si Thierry Breton avait décidé d'y aller, soit il aurait dû faire du 5e amendement tout le long, auquel cas il serait passé pour un mafieux. Parce que à quel moment un commissaire européen... C'est un peu embêtant. Ah oui, il va plaider le 5e amendement. Le type, il est censé... légèrement, oui. Voilà, je veux bien que Franck Costello, lui, plaide le 5e, mais Thierry Breton, c'est plus compliqué. Ou alors, on va se retrouver avec la réalité que Thierry Breton, c'est peut-être Franck Costello sans le charisme et l'humour. Bon, je n'oserais pas, évidemment... Pas je sais que vous n'y allez pas, je n'oserais pas aller jusque-là. Je dirais simplement que c'est malheureusement la conclusion logique d'un fait qui n'est pas arrivé, donc on ne peut pas l'attirer pour l'instant. Ou bien, disait toujours Fabrice Epelboin, on se retrouverait avec Thierry Breton qui devrait dire ce qu'il s'est passé. Et là, le problème, c'est que s'il dit ce qu'il s'est passé en droit américain, pas en droit européen, mais en droit américain, c'est illégal. Il a violé des droits, enfin son système, le DSA, et des décisions qu'il a prises ou qu'il a supervisées ou dans lesquelles il peut être déclaré par un juge américain comme complice. Il a violé un droit constitutionnel de citoyens américains par millions. Pas par milliers, parce qu'en plus, le droit constitutionnel, il s'étend à l'information en général, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir censuré quelqu'un. Si vous avez censuré un propos et qu'un Américain n'a pas pu accéder à ce propos du fait de cette censure, cet Américain qui n'a pas pu accéder à l'information est considéré comme votre victime aussi. Ah oui, et peut porter plainte. Et peut porter plainte, ou en tout cas le ministère public aux États-Unis peut s'en saisir. Vous voulez dire, si je vous entends bien, Idriss Aberkane, vous voulez dire que les Américains disent, attendez, vous avez fait votre Digital Service Act, mais ça contrevient aux lois américaines, donc pour nous c'est illégal. Absolument. C'est aussi simple que ça, absolument. Et là, on doit se rappeler que dans la hiérarchie des normes,
c'est tout de même, enfin quand on connaît un peu ces classiques, que ce soit les monnaies de la Renaissance avec le florin ou l'écu, etc. Enfin c'est l'empire le plus puissant qui fait les normes légales, c'est la base. Hein. Ouais. Or je crois que je vais apprendre à aucun de vos auditeurs et aucune de vos auditrices aujourd'hui que l'empire américain est plus puissant que l'empire européen. Empire entendu comme sphère d'influence. Ouais, c'est difficile à contester, ça. Voilà, cet euphémisme très délicat résume bien le propos. Donc, de ce point de vue-là, s'il doit y avoir un conflit entre le droit européen et le droit américain, en particulier la maison Trump, qui est là pour faire du America First, rappelons-le, l'administration Trump peut pas dire oui, bien sûr, on va concéder une primauté du droit européen. C'est inenvisageable, ça. Et Breton aurait dû le savoir. Donc je pense que c'est une erreur ou comme disait Talleyrand, plus qu'une erreur, une faute, ou plus qu'une faute, une erreur. C'est plus qu'un crime, une faute, oui, c'est ça. Une faute, ouais. Et là, je pense qu'il aurait dû comprendre, et c'est d'ailleurs la personne qui l'a compris pour conclure, c'est Ursula von der Leyen, qui ne l'aime guère. Hein. Elle a beaucoup savonné la planche de Thierry Breton. Ursula von der Leyen, elle a tout de suite compris qu'en cas de confrontation entre la sphère d'interprétation légale ou d'extension légale du droit américain versus la sphère d'extension légale du droit européen, c'était évidemment le droit américain qui était l'atout et qui pouvait couper le pli à tout moment. Ça, Ursula von der Leyen l'a bien compris depuis le début, Thierry Breton, non. Alors justement, Idriss, c'est très intéressant comme ça de décrypter avec vous et pour les auditeurs et pour tout le monde comprend ça. Alors aujourd'hui, ils sont tout à fait concrets comme on l'est d'ailleurs. Le Digital Service Act est aujourd'hui en fonction en Europe. C'est lui qui préside, c'est lui qui donne c'est lui qui donne la loi. Je parle en Europe, dans l'Union européenne. Ou pas? Oui, pour l'instant. Oui, pour l'instant, alors vous avez des cours constitutionnels qui pourraient se poser la question de sa constitutionnalité. Et donc des cours constitutionnels, bien entendu, nationales. Oui, bien sûr. Et dans certains cas, ça pourrait donner lieu, parce que la constitutionnalité, au cas par cas, du Digital Service Act est sujette à caution. C'est quelque chose qui est absolument indiscutable, y compris en France. Et c'est en partie ce que Pavel Durov lui oppose. Hein. Et je pense que ses avocats, Pavel Durov, vont plaider ça. Il avait d'ailleurs un avocat assez connu sur la place de Paris, dont le nom m'échappe, mais qui est très connu, et à qui on a filé une sale affaire et qui est hors circuit maintenant. Et d'aucuns se demandent si c'est pas à cause du fait qu'il avait défendu Durov que cette sale affaire est survenue. Mais bref. Donc, bon, c'est un sujet parce que cette primauté du droit européen sur le droit national, elle montre que des pays qui sont censés être traditionnellement des défenseurs des droits de l'homme, comme la France, peuvent se retrouver comme ça court-circuités d'un point de vue légal. Et le cas du DSA est un premier cheval de Troie, mais j'insiste, le dossier de chat control est encore plus grave. Et c'est normal puisqu'on va crescendo en matière de censure et de violation des droits de l'homme. C'est intéressant parce que personne, ou presque, franchement, Idriss, ne parle de chat control. Hein. On parle beaucoup du DSA, ça c'est clair, on en a parlé beaucoup. Mais là, il est bon que vous souleviez le sujet. Mais bon, pour les droits européens, vous savez très bien qu'il n'y a pas qu'en matière d'information et de réseaux sociaux ou autres que le droit européen prime sur le droit français et tous les autres. Les agriculteurs et tous les autres en savent quelque chose. Hein. Je veux dire que l'Union européenne, aujourd'hui, 80%, vous le savez très bien, des lois qui nous gouvernent sont dictées par l'Union européenne aujourd'hui. Enfin, je ne crois pas me tromper en avançant ce chiffre. C'est exact, et je peux vous donner un cas concret parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Alors moi j'aime bien sur X faire ce gag récurrent du bouchon attaché à la bouteille comme symbole de l'innovation européenne. Ah oui. Oui, pendant que les Chinois ont des tracteurs commandés par IA, les Chinois ont des grues, vous savez les systèmes pour débarquer les docks. Ils ont des ports aujourd'hui avec des grues entièrement automatisées. Ils sont pas sans dockers, mais les dockers contrôlent tout à distance. Ils ont des ports où les dockers contrôlent tout à distance. Ils ont des tracteurs autonomes et les Chinois viennent d'inventer un câble qui s'appelle le GPMI, qui fusionne le câble HDMI et USB, avec en plus de la charge et plus de données. Enfin, ils innovent à tout va. Et nous, on a le fameux bouchon. Alors, je peux vous donner un exemple sur l'agriculture qui est marquant parce que ça a vraiment flingué l'agriculture européenne. Vous avez un produit qu'on peut faire à partir du café.
Vous savez, pour boire son café, il faut cultiver des cerises de café qu'on appelle le cascara, et c'est la graine de la cerise de café qu'on torréfie. Cette graine, on la torréfie, on la broie et ça nous fait un café. Les abricots, par exemple, avec leurs graines, on fait notamment les amaretti, les biscuits italiens, avec de la farine d'abricot. Et puis vous avez bien sûr l'amaretto, qui est un alcool à base de ça. Eh bien, en Union européenne, vous avez des entrepreneurs, c'était dans les pays baltes, qui voulaient faire un chocolat de café, donc c'est du café solide. En fait, ils récupèrent la cerise de café. Et ils en font un produit qui se consomme comme une tablette de chocolat. Et c'est bourré de vitamines, c'est bourré d'antioxydants. Et alors c'est très intéressant pour l'environnement parce que d'habitude ça on le jette. Donc c'est un déchet. Bon. Ah oui, donc ça pouvait servir à faire. Exactement. Donc il y avait plein de débouchés. C'était un produit magnifique. On aurait pu faire des éclairs au café avec ça. Enfin c'était un marché à 1 milliard sur toute l'Union européenne qui en plus recyclait des déchets, était positif pour l'environnement. Et cerise de café sur le gâteau, eh bien ça donnait plus de revenus pour les producteurs. Donc c'était génial. Bon, l'Union européenne a appelé ça novelty food, a dit que ça n'aurait pas l'agrément pour être sur le marché européen. Alors que c'est mangé partout en Suisse. En Suisse, vous pouvez consommer de la cerise de café. Vous avez des limonades à Lausanne. À Lausanne, mais pas dans l'Union européenne, c'est interdit. Pas dans l'Union européenne. Donc ça a flingué l'innovation. Et là, vous avez tout un tas de conséquences là-dessus, sur ce bridage de l'innovation, parce que même dans l'utilisation des sous-produits agricoles, regardez par exemple la bouse de vache, on peut en faire du papier. C'est possible de faire du papier avec de la bouse de vache, donc sans couper des arbres, sans pollution, sans acide, sans armes, ni haine, ni violence. Vous pouvez aussi utiliser la filière chanvre en Europe. Le chanvre est une filière très intéressante. Aussi. Idriss, moi, tout ce que vous énumérez, ça me fait penser encore une fois à la phrase, et c'est terrifiant, de Michel Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et voilà, on prend une dernière petite pause et on continue, parce que franchement, tout ça nous amène, vous voyez, on tire les fils de la pelote et on voit quoi? On voit cette espèce d'immense gâchis. Alors c'est en la matière dont vous avez dit et dans les autres matières, et c'est quand même assez rageant, il faut le dire, en veille de 10 septembre. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours en train, et nous en parlerons toujours, de la liberté d'expression, de ses applications et des révélations que nous a donné Idriss Aberkane et de ses analyses sur ce qui est justement en train de se passer et qui est vraiment, vous savez, à bas bruit, c'est toujours in petto, comme ça, c'est par ruissellement que on érode. Nous avons avec nous Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour André, comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, écoutez, on a repris le travail, mais bon, ça va. Alors bien. Déjà, je voudrais dire à monsieur Idriss Aberkane que je le suis sur Internet et que je le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait, de tout son travail, des invités. On apprend énormément de choses et c'est vrai que la liberté d'expression, je pense qu'on la perd petit à petit et que si on ne fait rien, ça va devenir vraiment de plus en plus difficile. Mais il y a encore des gens comme vous, André, des gens comme Idriss Aberkane et d'autres. Et voilà, je voulais juste le remercier de tout ce qu'il fait, de toutes les informations qu'il nous donne, ainsi qu'à vous. Idriss, bel hommage. Je suis très touché, ouais. Ouais. Et justement, merci Chantal, en tout cas, merci. Et vous savez, on continue, on n'arrêtera pas. Idriss Aberkane, on arrive un peu en fin d'émission. Je dirais, face à cela, face à cette érosion, face à toutes ces tentatives, alors il y a certes, heureusement, des sursauts, il faut le dire, comme ceux de Trump ou autres. On peut lui reprocher beaucoup de choses, à Trump ou à Musk, mais enfin pas de justement de se battre de façon extrêmement forte pour diminuer cette espèce de chape de plomb qu'on essaye de nous donner. Mais alors ici, dans cette vieille Europe, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus urgent? Quelle est la ligne de front à laquelle il faut vraiment s'opposer dans ce domaine-là? Dans ce domaine, effectivement, des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'explore pas, et c'est d'autant plus facile quand on n'est pas les tenants, les aboutissants, de faire passer des choses au su et au vu de tout le monde. Il y a 3 sujets, la liberté de la presse et la liberté de la presse. Tout tourne autour de ça. En fait, on a une cartélisation de la presse, notamment aux États-Unis, qui a été brisée par les réseaux.
Et c'est ce qui a été reproché à X à plusieurs égards. Là aussi, je vais citer mon confrère Fabrice Epelboin, qui disait qu'en fait, X, d'une certaine façon, avait ubérisé les dépêches, puisque sur X, vous avez l'information en train de se faire. Et donc, vous avez accès, et en plus, vous avez non seulement l'information, mais sa discussion. Et maintenant, avec les notes de la communauté, vous pouvez avoir immédiatement une correction. Si jamais je reposte un truc qui est faux, je peux le corriger en 20 minutes. Donc, vous avez des médias qui n'ont jamais corrigé des conneries qu'ils ont écrites. Donc ça crée une fluidité qui est excellente et qui permet encore une fois de débattre de certains sujets. Et c'était le cœur de la censure en fait pour le DSA, parce que et aussi au Royaume-Uni. Tout récemment, vous avez eu un autre scandale sur X qui était la discussion de la mort de la réfugiée ukrainienne Irina Zarutska. Oui, j'en ai parlé dans l'émission ce matin, oui. Eh ben, vous avez bien fait parce que quasiment personne n'en a parlé. Et quand on compare par exemple le New York Times, certains se sont amusés de façon à la fois cruelle et un tout petit peu espiègle malgré tout, à regarder combien de mentions on pouvait trouver pour George Floyd dans le New York Times et combien de mentions on pouvait trouver Idriss, pour Irina on est vraiment en face parce que j'ai cité effectivement 0 pour Irina dans le New York Times, le fameux New York Times, et 687 ou 690 pour George Floyd. Bah c'est ça. Alors et en plus vous dites là je vais vous renvoyer la balle. On s'est pas coordonné, on s'est pas appelé avant l'émission, je tiens à le dire. Mais là je vais vous renvoyer la balle parce que vous dites 696, ça veut dire que vous vous êtes mis à jour puisque les premiers chiffres étaient 7000, mais c'était une fausse recherche. Les gens avaient tapé George Floyd, alors ça avait pris tous les mots George, tous les mots Floyd. Et là vous citez le chiffre exact qui est quand on prend George Floyd en tant que groupe nominal. Donc on voit la précision du journalisme grâce justement au réseau. Et cette polémique n'aurait pas eu lieu si elle avait été laissée à une certaine presse américaine. Donc le problème est là. Le problème est là. Et X, notamment, vient désenclaver ces débats en permettant au peuple de pouvoir adresser ces sujets qui leur auraient été impossibles. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, vraiment, et on va continuer, nous, à désenclaver avec vous, avec d'autres. Merci Idriss Aberkane et à très vite. Merci André Berkoff.